Merci de toujours nous préférer pour vous informer. La mairie de Malanville a entrepris une opération d'arrêt des chantiers sans permis de construire. Une opération qui vise à sensibiliser les propriétaires de terrain sur l'importance du permis de construire. Que retenir de cette initiative? Les précisions sont à suivre avec le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Malanville. Pendant ce temps, ils sont déjà pour la plupart de retour au Bercail Hill. Ce sont les pèlerins au Hajj 2024. Quel doit être alors le comportement du fidèle musulman après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam? Sarah Fassaka, islamologue ici à Malanville, sera dans le 13h pour des éléments de réponse. Vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local et international et à la boucle. Ce sera la revue de presse nationale de Lukman Ouicheou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Plusieurs chantiers en cours dans la commune de Malanville sont aux arrêts. Cela fait suite à une opération d'arrêt des travaux de construction sans permis de construire démarrée depuis quelques jours ici à Malanville. Une opération qui vise à sensibiliser les propriétaires à toujours se conformer aux exigences en la matière avant toute construction. Ibrahim Imorou Amadou, directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Malanville, nous en dit un peu plus. Le permis de construire est une décision administrative par laquelle le maire de la commune donne une autorisation relative à certaines opérations immobilières conformément aux prescriptions techniques, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'urbanisme. Ça, c'est l'article 3 du décret numéro 2020-056 du 5 février 2020. Toute construction à usage d'habitation ou non ne comportant même pas de fondation doit normalement obtenir son permis de construire. Mais actuellement, nous sommes en train d'abord, pour le moment, comme l'opération vient de commencer, mettre l'accent sur les immeubles, les R+1 et R+2, en attendant de revenir maintenant sur les autres catégories de construction. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect en ce qui concerne l'obtention du permis de construction avant toute construction? Élément de réponse avec Ibrahim Imorou Amadou. Les sanctions encourues par celui qui entreprend un projet de construction est précisé ici par l'article 72, stipule que la réalisation de travaux sans permis de construire est sanctionnée par l'arrêt des travaux et une amende d'un montant allant de 300 000 francs à 3 millions de francs. Le non-respect de la décision d'arrêt des travaux est passible d'une amende de 300 000 francs par jour de travail supplémentaire. Donc, par jour de travail supplémentaire, je suppose que la mairie est allée sur le chantier, la mairie a constaté que le propriétaire n'a pas son permis, la mairie procède à l'arrêt des travaux et après le départ, on a constaté qu'il a repris les travaux. Donc, chaque jour de travail est sanctionné par une amende de 300 000 francs jusqu'au jour où ce dernier va régulariser sa situation. Toutefois, le directeur des affaires domaniales et environnementales n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux populations. Ce serait des propos de Ibrahim Amadou. Je voudrais rassurer la population que l'opération que nous faisons, c'est dans leur intérêt. Parce que le permis de construire, comme je l'ai dit, c'est un document très important qui permet aux propriétaires d'un immeuble ou celui qui est en train d'entreprendre un projet de construction d'être protégé. Parce que si vous introduisez votre dossier, et les techniciens sont là, la commission communale des autorisations d'urbanisme est là pour étudier le dossier et voir quelles sont les incohérences, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut revoir. Donc je voudrais préciser que cette commission est composée de plusieurs acteurs. Dedans, nous avons les techniciens de la mairie, nous avons le DST, nous avons le DAD, nous avons également des services déconcentrés de l'État, et tels que la NDF, nous avons un architecte aussi agréé, nous avons les sapeurs-pompiers qui font partie, nous avons également un représentant du centre de santé qui fait partie également de l'équipe. Donc, tous ces acteurs-là
et analyse les aspects leur concernant dans le dossier. On parle religion à présent. Après plusieurs jours en Terre Sainte en Arabie Saoudite, les pèlerins font déjà leur retour sur place ici à Malanville. Ils sont nombreux, ces fidèles musulmans, à accomplir ce 5e pilier de l'islam. Nous avons recueilli les appréciations de nouveau El Hadj ici à Malanville. Suivez plutôt. Alhamdulillah, et nous disons merci au Tout-Puissant, Allah. Le pèlerinage a bien commencé, nous avons pris le départ. Nous sommes descendus en bon état et en bonne due forme à la Médine. C'était un jour saint, un bon vendredi. Nous avons eu à participer à prier la première prière de vendredi à Médine. Et ça s'est très bien passé. Nous disons merci au Tout-Puissant. Nous sommes allés, nous avons fait 3 bons jours à Médine. Nous avons pris le départ pour la Mecque. Ça s'est très bien passé à Médine. Nous avons pris le départ de Médine, arrivé à Mekkati. Nous avons changé nos habits, on a porté notre haram pour le travail de Umrah. Nous avons fait Umrah le premier jour. Quand vous rentrez à Makkah, c'est Umrah que vous allez faire. Nous l'avons fait, on a fini de faire Tawaf au niveau de Kaaba. Toi qui n'as jamais été là-bas pour ta première fois, tu te poses la question. Ah, c'est là où tout le monde met la tête, c'est là où tout le monde rabaisse la tête pour louer Allah. C'est là où je suis venu voir aujourd'hui comme ça et encore toucher ça. Tout le monde criait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Premièrement, il faut remercier le gouvernement. Le gouvernement parce que cette année, le Hajj a été bien organisé. On a été sans aucun problème. Là-bas, ils nous ont accueillis. Sinon, on n'a aucune difficulté. Il n'y en a pas. On a bien fait le Hajj. Chaque jour, l'ambassadeur avec nous. Bon, les responsables sont toujours à nos côtés. Les informations qu'il faut, ils nous donnent ça à tout moment. On a bien fait le Hajj, Inch'Allah. J'ai vu. Et je souhaite amener beaucoup. Non, j'ai dû fuir hier parce qu'il y avait trop de monde. Hier, j'ai dû quitter la maison. Il y avait trop de monde. Trop même. J'ai failli pleurer. Ça fait que j'ai quitté, c'est pas fini. Même ce matin, je veux me laver, vous voyez. Je n'ai pas pu aller prendre le bain. C'est bon, là c'est bon, alhamdulillah. Après l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam, quel doit être le comportement du fidèle musulman? Nous avons posé la question à un islamologue ici à Malanville. Sarafa Saka, puisque c'est de lui qu'il s'agit, explique et évoque les avantages pour le fidèle ayant été à la Mecque. On l'écoute. Le Hajj, c'est un acte d'adoration. Donc, par conséquent, il leur faut la sincérité et que l'ostentation n'y pénètre pas. Qu'ils ne fassent pas ça pour qu'ils puissent être appelés al Hajj. Quand on est en train de faire le pèlerinage, il lui faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les autres actes d'adoration aussi. La crainte d'Allah qu'ils ont durant le pèlerinage là, qu'ils essaient de garder cela, qu'ils essaient de multiplier cela, de conserver cela pour ne pas perdre la récompense du Hajj. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque observe le Hajj sans commettre de péché durant le pèlerinage, la meilleure récompense qu'Allah puisse lui accorder, c'est le paradis. Le pèlerin, de son retour du pèlerinage, il revient comme le jour où il est venu dans ce bâtiment, c'est-à-dire sans aucun péché. Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait pardonné tous ses péchés. Donc, toi, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné déjà tes péchés, tu as eu la chance, c'est une chance pour toi. Il faut conserver cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne plus repartir, revenir, c'est-à-dire sur ses pas, en ce qui concerne les péchés, c'est ce qui concerne les pèlerins. En ce moment-là, de leur retour pèlerinage, qu'ils sachent qu'ils sont pieux, leurs péchés ont été pardonnés. Donc qu'ils essaient aussi de fournir d'efforts pour conserver, c'est-à-dire cette grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier les actes d'adoration. Qu'Allah nous fasse comprendre. L'on remarque chaque année qu'au retour du pèlerinage, des grandes festivités sont organisées par les pèlerins pour rendre grâce à Dieu. Quelle perception fait l'islam d'une telle manifestation? Élément illustratif à travers les propos de l'islamologue Sarafa Saka. C'est une manière de manifester sa joie. Et l'islam ne condamne pas cela. Cela n'a pas de problème en ce qui concerne l'islam. Seulement qu'il faut rester dans les normes. Il faut rester dans les normes, ne pas gaspiller, ne pas faire de n'importe quoi durant ces cérémonies-là. Sinon, c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manière d'être reconnaissant envers. Beaucoup sont des musulmans qui auraient voulu être aussi en ce lieu saint-là. Mais à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu cela facile. Mais vous, à qui Allah a rendu cela facile. Donc c'est une manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam encourage cela. L'islam reconnaît cela. Mais il faut rester dans les normes. Il faut rester dans les normes. Ne pas manger de l'illicite, ne pas boire de l'illicite, ne pas porter de l'illicite. Donc voilà un peu en ce qui concerne les cérémonies après le Hajj. Et qu'Allah accepte les bonnes œuvres, qu'il pardonne nos péchés et qu'il raffermisse nos pas sur sa religion. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Cette information plus bref, de retour de Niamey depuis quelques jours, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo sont attendus au palais de la Marine. Les deux anciens présidents seront à la présidence de la République ce lundi 1er juillet 2024 pour rencontrer le président Patrice Talon. L'annonce a été faite par le secrétaire à la communication du parti d'opposition, les démocrates, Guy Dossou Mitokwe, à travers sa page Facebook. Dans l'après-midi de ce dimanche 30 juin 2024, cette rencontre avec le président Patrice Talon qui se tiendra dans l'après-midi vise à trouver une solution à la crise qui oppose le Bénin et le Niger. Les populations de Mousoutingou, Taktibayaou et Tampatou dans la commune de Tukuntuna pendant ce temps sont en joie. Elles ont procédé à la réception provisoire de l'aménagement des terrains de football au profit de leur association de développement villageoise respective le 27 juin dernier. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kozo à Tukuntuna. Béatrice Tienti de Entente FM pour le reportage. Terrain de football répondant aux normes, ballons, jeux de maillot, crampons, filets et autres, ce sont là les équipements que les ADV de Moussountingou, Tektibayaou et Tampatou ont reçus des mains du projet Kozo. Blaise Bekakwa, maire de la commune de Tukuntuna. Moussountingou, en passant par Tektibayaou et Tampatou, tout s'est bien passé. Et je profite de cette occasion pour dire merci au projet Kozo qui œuvre pour la cohésion sociale dans la commune de Tukuntuna. Partout où nous sommes passés, les populations nous ont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Cela prouve qu'effectivement la cohésion sociale y est. En passant par toutes les couches, on constate que l'union que Tukuntuna a tout le temps recherchée est là. Et j'invite pratiquement toute la population de Tukuntuna à accompagner le projet Kozo. Nous également, en tant qu'élus, nous accompagnons. C'est pourquoi nous sommes là. Le facilitateur technique du projet Kozo en charge des communes de Tukuntuna et de Tangueta explique les raisons de cette activité. Martin Dossoumon. Les matériels que nous avons remis entrent dans le cadre de la mise en œuvre des sous-composantes 1-3 du projet Kozo qui concerne les activités de loisirs. C'est dans ce cadre que nous fournissons ces matériels-là au niveau des villages de Moussountingou, Tektibayaou et Tampatou, pour mettre les gens ensemble, parce que c'est un projet de cohésion sociale. On veut que les gens soient ensemble, que les gens discutent entre eux et qu'ensemble ils puissent œuvrer pour le développement de leur pays. Les jeunes des 3 ADV expriment leur joie. On nous a donné des matériels du terrain, des maillots, des crampons. On remercie le projet Kozo parce qu'il nous a amené beaucoup de choses. On n'avait pas de terrain, mais peut-être on a eu un terrain bien arrangé. Nous sommes venus recevoir ce matin fourniture de notre terrain. Je remercie le maire de la commune de Tukuntuna, y compris l'entrepreneur. Je remercie le projet Kozo d'avoir nous offert notre terrain et tout le nécessaire. Vraiment, je suis très heureux ce matin à l'appui du projet Kozo avec l'appui du maire de notre commune et avec le matériel apporté ce matin à la population, tout ce qui concerne le foot. Oui, les maillots, le ballon, les filets, en tout cas tout ce qui est nécessaire pour le football. Et le terrain aussi, parce qu'entre-temps on n'avait pas un terrain avec les poteaux en fer. Aujourd'hui on a un terrain avec les poteaux en fer et on est tellement content, avec toute la population est contente de ces projets. Il faut retenir que le projet Kozo œuvre pour la cohésion sociale et est financé par la Banque mondiale. Merci à Béatrice Tienti de Entente FM de Tukuntuna. Mesdames, Messieurs, hors de nos frontières, présent Zulkifil Lona, bonjour. Bonjour Pierre Tapovo. Crise économique et financière présumée au Mali, des anciens ministres devant la cour d'assises. Pierre Tapovo, au Mali, c'est l'ouverture ce 1er juillet 2024 à Bamako d'une session spéciale de la Cour d'assises sur les crises économiques et financières. Elle va s'atteler durant environ 2 mois à plusieurs grands dossiers. Il porte sur des atteintes aux biens publics, blanchissement des capitaux ou encore faux usage de faux. Sur la table de cette session spéciale de la Cour d'assises de Bamako, une 50aine de dossiers à la barre. 181 accusés, dont une quinzaine de femmes sont attendues. Parmi elles, l'ex-ministre malienne de Finances et de l'Économie, Bouharé Fili Sissoko.
Elle est citée dans une affaire d'achat d'équipements militaires dans laquelle elle a toujours clamé son innocence. C'est dans le même dossier, on retrouve l'ex-premier ministre malien Soumaïlou Boubé Maïga, décédé en détention en mars 2024. Le présidentiel en Mauritanie, le président sortant Ghazouani en tête et l'opposant Biramda Abed contestent. Effectivement, alors que la commission électorale a quasiment terminé le dépouillement et la compilation de près de 100% de suffrages exprimés lors de la présidentielle de samedi 29 juin, la Mauritanie est toujours dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle. Le président sortant Mohamed Ould Ghazouani est en tête, mais son principal opposant a déjà fait savoir dimanche 30 juin 2024 qu'il ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin. Pirata Povo. Merci beaucoup à vous, Zulki Filona, pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, c'est la boucle et ce sera la revue de presse nationale de Lukman Routio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce lundi, démarrons avec la démarche de médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Les journaux rapportent que les deux anciens présidents, Soglo et Yayi, se rendent chez Talon ce jour. Le matinal, Dabarou Libération, Daïbi Info, le Canada du Nord, le Pays émergent, Nord-Sud Quotidien, Diakwata, Matin Libre, Fraternité et Quotidien L'Observateur renseignent que le chef de l'État Patrice Talon reçoit ses deux prédécesseurs de retour de leur mission de médiation à Niamey. Une rencontre pour entretenir l'espoir d'un dégel dans la crise entre le Bénin et le Niger, souffle Fraternité. Le journal place Talon, Yayi et Soglo sous les projecteurs ce jour à la Marina. En effet, les trois hommes d'État vont échanger sur les tenants et aboutissants de la crise. S'explique l'application qui rappelle que la rencontre vient après le rendez-vous de Niamey entre les deux anciens présidents béninois et le président du Niger. Donc, de retour, ils ont le devoir et en auront l'occasion de faire le compte rendu des échanges avec le général Tiani au chef de l'État béninois, souligne le quotidien. Maintenant, après cette rencontre, quelle sera la suite? S'interroge Info Matin. Dans cette crise entre le Bénin et le Niger, Dynamise Info note deux requêtes, mais informe que Tiani est favorable à une et sur condition. Ce qu'attend le Bénin du Niger, c'est la rouverture des frontières côté Niger et la reprise des activités liées au pipeline. Mais des deux doléances sur la table du chef de la transition du Niger, une seule peut être résolue et sur condition. Le journal révèle qu'il s'agit de la rouverture de la frontière côté Niger pour soulager les populations des deux pays, mais avec une extrême vigilance aux abords. En ce qui concerne le dossier du pipeline Niger-Bénin, mon confrère retient de ses sources que le dirigeant nigérien a déjà fermé à son niveau le dossier. Alors l'opinion aujourd'hui invite à explorer les avenues de décrispation des relations entre le Bénin et le Niger. Mais révèle le télégramme, avant leur voyage sur le Niger, Talon et Soglo ont eu un tête-à-tête. En commentaire, Matin Libre estime que les Clébés ont parlé trop vite. Plus le gouvernement gardait le silence, plus les défenseurs acharnés du régime Talon, ceux qu'on appelait sous Yayi les fous du roi et aujourd'hui les Clébés, avaient la certitude que Patrice Talon n'a envoyé personne à Niamey. Fait observer le journal qui relève que pour eux, les anciens présidents Nussoufou Soglo et Boni Yayi s'étaient engagés dans une initiative solitaire qui n'engage qu'eux. C'est alors que le journal L'Investigateur va révéler à mon confrère qu'avant le départ des anciens présidents pour Niamey, Patrice Talon et son aîné Nussoufou Dieudonné Soglo ont eu un tête-à-tête. Et là, tout devient clair. Matin Libre pense que c'est un camouflet pour les Clébés qui espéraient un échec de médiation afin de clouer au pilori les anciens présidents. Il faut quelqu'un pour discipliner les fous du roi sur les réseaux sociaux, termine mon confrère. Pendant ce temps dans la suite, l'ananas béninois communément appelé pain de sucre n'est plus le bienvenu en France. Le matinal informe en manchette que le produit a été interdit de vente dans les grandes surfaces en raison d'une contamination chimique ou d'une concentration élevée des résidus de pesticides selon un site français.
Aussitôt informé de la situation, le député Eric Oundete, rapporte le quotidien, a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale. L'élu parlementaire voudrait entre autres savoir la réaction de l'exécutif et les mesures envisagées pour remédier à cette situation et repositionner le produit sur le marché international. Le Matina poursuit que dans la même veine, le directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, Epiphane Rossou, a été démis de ses fonctions par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Mais avec cette mise en cause de l'ananas béninois en France, Dynamise Info s'inquiète et note les indices que la santé des consommateurs nationaux est menacée. Mon confrère attend l'assurance des autorités béninoises. De son côté, dans les dernières secondes, en pêle-mêle, Nord Sud Quotidien rapporte que 114 Béninois immigrants clandestins sont rapatriés de la Libye. Le journal en publie les détails. L'Opinion aujourd'hui parle de la vision de l'ancien ministre de Talon, Aurélien Agbenossi, qui demande le renforcement de la solidarité au Sahel. Dynamise Info constate qu'après son départ du gouvernement, la langue d'Aurélien Agbenossi se délie de plus en plus. Agbenossi, mais pourquoi maintenant? Placard dans manchette Dynamise Info. Et d'un ministre à un autre, Jean-Michel Abimbola, son cas préoccupe le Soleil Bénin Info. Permissionné depuis le mois d'avril à ce jour, sa disparition de tous les écrans radars préoccupe le journal. Un ministre de la République qui s'absente de son poste de cette façon, les Béninois s'inquiètent et s'interrogent, souligne le Canard. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité telle que traitée par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. La mairie de Malanville a entrepris une opération d'arrêt des chantiers sans permis de construire. Une opération qui vise à sensibiliser les propriétaires de terrain sur l'importance du permis de construire. Vous avez suivi les précisions avec le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Malanville. Et pendant ce temps, ils sont déjà pour la plupart de retour au Bercail. Ce sont les pèlerins du Hajj 2024. Quel doit être alors le comportement du fidèle musulman après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam? Sarafa Saka, islamologue ici à Malanville, était dans le 13h pour des éléments de réponse. Mesdames, messieurs, vous avez suivi également d'autres nouvelles au plan local, national et international. Et à la boucle, c'était la revue de presse nationale. Il y a un instant de Luc Monouitou. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Akouvo devant ce micro. Abouakar Doko, manipulation technique. À l'édition, Faridat Sani. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Le Bénin au-dessus des guéguerres politiques. C'est ainsi que devrait fonctionner un État, une nation. La crise diplomatique entre Cotonou et Niamey nous donne la preuve de la grandeur du Bénin. Yahi Boni, président d'un parti d'opposition qu'on qualifie de radical, et Nusifor Soglo, opposant aussi au régime actuel, ont pris le bâton de pèlerin pour aller tenter la médiation au Niger. Ils ont jugé bon rencontrer le chef de l'État béninois pour faire part de leur démarche et de la suite du processus. C'est ça une nation. Tous ont d'abord oublié leurs intérêts politiques pour attaquer une situation qui met à mal le peuple, mettant du côté la question du code électoral qui les divise. Quoi de plus beau et de plus valeureux? C'est ainsi que devrait fonctionner une république qui aspire à l'unité et au développement. Je l'avais dit dans un numéro précédent que la politique du développement est celle qui consiste, même étant opposant, à faire des propositions aux dirigeants pour l'amélioration de leur gouvernance. Et les dirigeants aussi doivent poser des actes qui visent à impliquer davantage l'opposition dans le renforcement de la démocratie et non de sa destruction.
Ainsi, le peuple va se retrouver à travers les politiciens qu'il a. Mais le contraire symbolise l'apocalypse. Aujourd'hui, les communautés des deux pays ont le regard tourné vers le Bénin. Le pays qui a eu l'humilité, à travers ses anciens chefs d'État, de faire le pas de la réconciliation. Parce que ces peuples comptent désormais sur leur détermination. Voilà à quel point les bons comportements forcent le respect et l'admiration. Ce qui se joue actuellement est peut-être très insignifiant aux yeux de tout le monde, mais c'est un acte grandeur nature qui impose une charge historique. Et l'histoire retiendra cela. Deux opposants qui prennent les devants d'une médiation entre le pouvoir en place de leur pays et un État voisin qui traverse une crise diplomatique. Cela devrait servir de leçon pour les générations politiques à venir. C'est également l'occasion pour tous les Béninois de se remettre en cause. Chacun doit savoir que nul ne peut être au-dessus de l'intérêt général, l'intérêt du pays. Quand ils vont finir de gérer cette situation de crise et revenir à leurs moutons, il faut qu'ils tiennent compte de cela. Parce que les politiciens, quand ils sont sur le ring, ils oublient que le pays leur appartient aussi. Ils font feu de tout bois pour chercher à prendre le dessus juste pour leur intérêt politique. Il faut faire la bataille politique, d'accord, mais cette bataille doit avoir de limites pour le bien du peuple. Parce qu'une bataille politique qui emballe le peuple dans le stress, la psychose et tout ce que vous savez n'est pas patriote. Vu que la politique en elle-même est un jeu, c'est une fête. Le Bénin s'est joui de cela. Faisons l'effort de raviver ce beau moment. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence